chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Oh, you're the one that I want. The one that I want. The one that I need. If you're feeling some affection that's too hard to convey, meditate in my direction. Baby, feel your way. You better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Oh, you're the one that I want. The one that I want. The one that I want. One that I need. I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Oh, you're the one that I want. The one that I want. The one that I need. If
better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up. Bonjour. Donc on va commencer l'Agora pertinence des actes, nouvelle exigence pour la qualité des soins. Donc en fait, la loi de financement de la sécurité sociale 2015 a inclus des mesures qui visaient à améliorer la qualité des soins. Et on va vous présenter deux dispositifs. Donc incitation financière à la qualité et à la sécurité des soins et un contrat d'amélioration de la pertinence. Et ces deux mesures qu'on va vous présenter ont le même but, qui est d'améliorer la qualité des soins en accompagnant et en incitant les établissements et les professionnels de santé. Donc je vais commencer par le sujet qui me concerne, donc la démarche nationale de la pertinence des soins. Donc si on regarde des cartes de consommation de soins, on observe que selon où les patients résident, ils ne sont pas pris en charge de la même manière. Et ces variations ne sont pas forcément expliquées à la fois par les critères épidémiologiques ou par les critères démographiques. Donc là, on voit par exemple les taux de recours donc standardisés qui sont sur le sexe et l'âge. Et on voit de grandes variations entre les régions et aussi entre les territoires de santé. Et ces variations finalement traduisent des problèmes de pertinence de soins. Donc, quels sont ces soins non pertinents et quelles en sont les conséquences? Donc, il peut s'agir d'une démarche diagnostique, par exemple réaliser une radio du crâne pour un traumatisme crânien qui n'est pas forcément une des meilleures indications, ou réaliser un bilan biologique systématiquement qui ne va pas être revu. Au niveau thérapeutique, c'est l'indication d'une intervention chirurgicale, par exemple, qui aurait pu être substituée à une prise en charge médicale plus long terme. Et enfin, au niveau organisationnel, on peut parler du SSR ou de l'hôpital de jour, qui ne sont pas toujours justifiés. Donc, quelles peuvent être les conséquences de ces actes non pertinents? Donc, on voit deux approches. Le côté patient, qui peut être exposé à des risques, donc que ce soit d'irradiation quand on fait des radiographies, de l'anesthésie générale ou une ablation d'organes qui ne serait pas justifiée. Aussi, côté contribuable et assurance maladie, des dépenses qui ne sont pas toujours justifiées. Donc, quelles sont les actions qui ont été menées et qui sont menées au niveau national? Donc, elles se décomposent en 4 axes. Un axe communication, un axe mise en œuvre et suivi de la mesure donc, de la loi de financement de la sécurité sociale, diffusion et mesure d'impact, et le déploiement de la démarche à d'autres domaines. Donc, au niveau de la communication, nous envisageons d'élaborer un atlas de ces variations de pratiques médicales sur 33 thématiques qui ont été identifiées comme prioritaires au niveau national. Ensuite, d'enrichir le site internet du ministère, assurer la documentation des patients, poursuivre des comités de pilotage, rédiger un dossier pertinence des soins dans la revue du Haut Conseil de santé publique, donc qui s'appelle ADSP, et enfin poursuivre une lettre d'information des ARS qui s'appelle PertiNews. Côté mise en œuvre et suivi de la loi de financement de la sécurité sociale, donc nous accompagnons les ARS avec une revue des plans d'action, des informations régulières sur le déploiement de la démarche, et nous allons publier un décret d'application d'une des mesures de la loi de financement que nous allons voir plus tard. Au niveau de la diffusion, suivi et mesure d'impact, nous allons travailler sur les lower value procedures. Donc, il s'agit de procédures qui sont obsolètes et donc ou qui à faible valeur ajoutée, comme par exemple la césarienne chez les patientes à bas risque. Et donc, on pense qu'on peut réduire au maximum ces procédures, voire les faire disparaître.
Nos actions aussi concernent le développement d'indicateurs, que ce soit HAS ou CNAM, le suivi par un tableau de bord et l'évaluation et la diffusion de la pertinence au sein des formations initiales et continues, et aussi au niveau de la certification des établissements et de l'accréditation des professionnels. Enfin, on souhaite également déployer cette démarche à d'autres domaines et prioritairement l'imagerie et le médicament. Donc, toutes ces actions sont pilotées par un groupe technique qui est piloté par la DGOS et qui rassemble donc l'ATIH, qui produit les taux de recours, donc les données de consommation de soins, la HAS, qui produit notamment les référentiels, la CNAMS, qui accompagne les professionnels et développe des indicateurs. Et donc ce groupe national a également développé un guide méthodologique qui permet le déploiement de la démarche au niveau régional. Ce groupe échange évidemment avec les ARS et reporte également l'évolution de la démarche au niveau d'un COPIL national. Enfin, une petite précision sur les deux mesures de la loi de financement de la sécurité sociale 2015 qui concernent la pertinence des soins. Donc, le premier article 58 qui met à disposition des ARS un panel d'actions permettant d'agir sur les établissements de santé avec la rédaction d'un plan d'action régional pour l'amélioration de la pertinence des soins et ensuite aboutissant à un contrat tripartite qui intégrera l'ARS, l'assurance maladie et l'établissement et ou une mise sous accord préalable. Enfin, donc, la deuxième mesure, qui est l'article 59, prévoit de rendre un rapport au Parlement le 1er juillet 2015 sur la diffusion de la culture de la pertinence des soins, que ce soit donc dans les formations initiales et continues et dans la certification et l'accréditation des équipes. Donc, je vais passer la parole au Dr Florentin Clerc pour la mise en œuvre en région. Merci. Donc, je vais vous présenter la démarche régionale, qui donc la déclinaison régionale de la démarche qui vient d'être présentée à l'instant sur la pertinence des soins. Donc, si on veut pouvoir aborder cette thématique au niveau des régions, il faut bien sûr accepter de se poser une question, qui n'est pas une question facile forcément, c'est certains soins réalisés dans nos régions seraient-ils non pertinents ? C'est pas une question forcément facile à la base, puisque c'est une question qu'on va confronter à l'expérience de certains professionnels. Donc il faut quand même accepter de lever le tabou et de poser cette question. Et comme Morgane vient de l'expliquer, on est à la frontière entre deux grandes thématiques de santé, la qualité des soins, la sécurité des soins, et bien sûr le coût pour la société. On est vraiment toujours à la frontière de ces deux éléments. C'est aussi ce qui fait ce qu'on appelle l'efficience, bien sûr. Alors, pour pouvoir réfléchir à ces sujets, j'ai choisi de l'illustrer par quelque chose d'assez parlant. Comme on vient de vous le dire, on nous a recommandé de travailler sur ce qu'on appelle les taux de recours. Les taux de recours, c'est la proportion de la population qui, chaque année, a recours, par exemple, à un acte. Là, vous avez comme illustration l'appendicectomie, c'est-à-dire l'opération pour suspicion d'appendicite, et le patient est opéré. Donc vous avez ici une représentation des taux de recours, alors de l'évolution sur 4 années, de l'écart entre le taux de recours du territoire de santé. Du territoire de santé dans une région, c'est très souvent le département. Dans notre région, en Poitou-Charentes, on a décomposé la Charente-Maritime en 2 territoires de santé. Donc vous voyez qu'on a 5 territoires de santé. Et vous avez là une représentation de l'écart entre le taux de recours du territoire de santé et le taux de recours national, qu'on a choisi d'utiliser comme référence, on ne va pas dire comme norme, puisqu'il n'y a pas forcément de normes, mais au moins d'illustrer en termes de référence. Et vous voyez sur cette diapositive qu'au niveau de deux de nos territoires de santé, nous avons des écarts relativement importants, puisque si on prend l'année 2013, dans le territoire 10-16, donc c'est la Charente pour ne pas la citer, cet écart est de plus 42%.
Ça veut dire que quand vous avez 100 personnes opérées de l'appendicite en France, dans ce territoire, il y en a 142. L'écart commence quand même à devenir assez conséquent. Et c'est ce qui fait qu'on a choisi de se poser des questions, d'autant que, quelques éléments supplémentaires, au cours de l'année 2012, année où on a commencé à réfléchir sur ces écarts, la région Poitou-Charentes était la première région de France en termes de taux de recours. Avec 2500 appendicectomies, l'écart était, le surrecours était chiffré à plus 18% par rapport au taux de recours national, ce qui commence à devenir important. Alors bien sûr, en termes de qualité et de risque, on a pris en compte tout ce qui concerne le risque chirurgical, le risque opératoire, les complications précoces et tardives. Et puis, si vous calculez de manière très directe le coût d'une hospitalisation durant laquelle une appendicectomie est réalisée, vous avez un coût direct en multipliant le plus 18% par rapport aux 2510 appendicectomies, un surcoût théorique d'à peu près 1 million d'euros par an dans la région. Donc pour ces raisons, vous voyez qu'on a choisi de s'intéresser à ces deux territoires de santé qui sont des territoires marqués par des surrecours relativement importants. Alors comment on a essayé de mettre en place une démarche au niveau régional? D'abord basée sur la concertation avec les acteurs régionaux, donc conformément à ce qui nous était recommandé dans le guide des GOS. Nous avons mis en place une instance régionale de dialogue. Notre choix, ça a été d'aller solliciter des professionnels dans ce qu'on appelle les conférences de territoire, c'est-à-dire des instances de démocratie sanitaire au sein des territoires de santé, et de pouvoir avoir des représentants de chacun des territoires, à la fois pour avoir une vision terrain et pour que ces personnes puissent se faire le relais auprès des professionnels de ces territoires. Et puis nous avons bien sûr associé des partenaires habituels que sont les représentants des usagers par le biais du collectif interassociatif sur la santé, l'Union régionale des professionnels de santé, l'assurance maladie bien sûr qui est très partie prenante de cette thématique, qui je le rappelle fait partie des thématiques communes de travail entre l'ARS et l'assurance maladie dans le cadre du plan triennal. Voilà, donc ces différents partenaires se sont réunis pour pouvoir dégager à partir de données très statistiques un certain nombre d'orientations. Le but, c'était vraiment d'identifier les thématiques à fort potentiel d'amélioration de la pertinence des soins. On ne pouvait pas travailler sur tout, il a fallu faire des choix. Donc ces choix, ils ont été faits bien sûr en fonction du degré d'atypie en matière de taux de recours, mais aussi sur l'impact médico-économique de ces surrecours potentiels, impact à la fois sur la santé de la population et sur le plan économique. Et puis, pour nous, élément essentiel, il s'agissait systématiquement d'intervenir sur des actes pour lesquels nous disposions de référentiels de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. C'était pour nous un point important pour pouvoir échanger avec les professionnels directement. Donc les choix qui ont été faits par ce groupe au début de la démarche ont concerné l'appendicectomie. Vous venez de voir juste avant, on avait 2 territoires en surrecours assez marqués et première région de France en termes de taux de recours. La chirurgie du canal carpien pour lequel nous avons 2 territoires en très net surrecours également et pour lequel nous sommes 2e région de France en termes de taux de recours. Et puis nous avions aussi choisi de travailler sur une thématique plus médicale, l'accident vasculaire cérébral, pour lequel dans un territoire nous avions un sous-recours à l'hospitalisation que nous nous expliquions difficilement. Donc on a travaillé sur ces sujets également, pas uniquement en matière de sur-recours, mais aussi de sous-recours, pour essayer de mieux explorer la filière dans ce territoire. Et ça a permis notamment d'améliorer les flux de patients qui présentent un AVC dans ce territoire. Alors de manière concrète, pour essayer d'illustrer la manière dont nous avons travaillé au niveau d'un territoire en particulier. Alors ce qu'on a fait, c'est que bien sûr on a partagé les données statistiques que vous avez vues sur la première diapositive avec les professionnels. On a un binôme de médecins de l'Agence régionale de santé à rencontrer les équipes de chirurgie qui ont réalisé ces gestes dans les établissements qui réalisent ces gestes au sein des territoires en question. Donc il s'agissait vraiment de ce qu'on peut qualifier d'échange confraternel pour pouvoir échanger sur le plan médical sur ces différentes thématiques. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Les données statistiques
pour pouvoir mettre en perspective, sans jugement particulier et sans lien particulier entre la statistique et la pertinence, puisque c'est pas parce qu'on opère plus de 40% que tout ce pourcentage est forcément non pertinent. Il y a probablement des gestes qui le sont et d'autres qui le sont peut-être moins, mais on part sans a priori pour pouvoir échanger avec les professionnels sur la notion de parcours de soins. Donc on a pris toutes les étapes du parcours de soins. Si on prend l'appendicectomie, ça part de la suspicion en médecine générale jusqu'à l'analyse de la pièce opératoire. Et on a pu échanger avec les professionnels sur d'éventuelles ruptures dans ce parcours de soins. Donc vous les avez listés. On a préparé une liste de points de rupture avec un chirurgien témoin pour pouvoir échanger avec eux sur ces différentes difficultés potentielles, sachant que dans certains cas, la rupture dans le parcours de soins peut expliquer un surrecours. Je m'explique, par exemple, si on prend quelques exemples sur cette diapositive, si vous ne pouvez pas recourir à une échographie dans votre établissement, alors que l'échographie fait partie du parcours de soins, dans certains cas, pour prendre la décision d'opérer, vous ne faites pas d'échographie, vous opérez, forcément. Autre exemple, vous avez des discordances entre les opérateurs sur des pratiques. Par exemple, lorsque certains enfants sont opérés en cœlioscopie pour explorer une douleur abdominale qui est mal comprise, dans notre région, sur 6 établissements, 3, si la cœlioscopie est normale, n'opèrent rien du tout, c'est-à-dire la cœlioscopie reste blanche, et 3 autres équipes enlèvent l'appendice même si elle est normale. Donc vous voyez là des discordances de pratique, des attitudes qui sont différentes et qui peuvent en partie expliquer un recours plus important à la chirurgie. Et puis, point de discussion entre équipes de chirurgiens, voire parfois entre chirurgiens au cours de réunions, c'est l'analyse de la pièce opératoire en cas d'appendicectomie. Vous avez des analyses qui sont claires, appendice normal ou appendicite aiguë. Et puis, vous avez parfois des diagnostics qui sont un petit peu plus flous, appendice folliculaire, appendicite chronique, un certain nombre de vocables qui ont été inventés au fur et à mesure, qui ne sont pas forcément clairs et qui ne sont pas interprétés pareil par tous les chirurgiens. Vous pouvez avoir 2 chirurgiens du même établissement qui vont interpréter différemment. Appendice folliculaire, certains vont dire c'est normal, donc j'aurais pas dû opérer. D'autres vont vous dire il y a quelque chose puisque c'est pas marqué appendice normal. Donc on a vu comme ça, au décours de ces échanges, des échanges entre chirurgiens du même établissement pour pouvoir finalement avoir une remise en question collective en direct de ce qui pouvait être décidé par eux. Donc c'était le début d'une démarche plus construite qui serait basée sur les pratiques professionnelles. Donc nous, au niveau de l'ARS, nous estimons avoir un rôle de diffusion des recommandations. On a profité de ces entretiens pour diffuser les recommandations de la Haute Autorité de Santé et en faire une première lecture ensemble avec les chirurgiens. Dans un grand nombre de cas, c'était des recommandations sorties 2 ans avant nos échanges qui n'étaient pas forcément connues des professionnels, qui n'étaient pas encore arrivés jusqu'à eux, 2 ans après leur parution. Donc ça montre aussi que ces démarches ont un intérêt de ce côté-là. Nous avons un rôle de cartographie des points de rupture dans le parcours, puisque vous voyez là, on a essayé d'illustrer par des pourcentages le nombre de fois où nous avons rencontré ce point de rupture, parce que ça permet d'orienter les équipes vers les points sur lesquels ils vont pouvoir travailler en particulier pour rendre le parcours plus fluide. Nous avons donc un rôle d'action régionale et de suivi et de diffusion des taux de recours, c'est important. Nous avons mis en place un suivi de ces taux de recours, vous avez vu, sur 4 années, que nous allons poursuivre au fur et à mesure et poursuivre la relation avec les établissements concernés pour pouvoir vraiment les impliquer au fur et à mesure du temps. Au sein des établissements, les chirurgiens que nous avons rencontrés ont eux-mêmes ou se sont donné souvent le rôle de diffuser les recommandations au sein de l'établissement. Un chirurgien viscéral travaille avec un pédiatre souvent, un urgentiste, un radiologue. Donc on a besoin de pouvoir diffuser ces recommandations pour l'ensemble du parcours. Et puis ce que nous avons souhaité, c'est que les établissements que nous avons rencontrés s'engagent dans la mise en place d'une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles
qui elle-même est valorisable dans le cadre de la certification HAS, ce qui vient d'être dit auparavant. Un critère entier est consacré à la pertinence des soins et c'est vraiment une thématique sur laquelle les établissements ont vocation à travailler. Entre l'ARS et l'établissement, il y a ce qu'on appelle le CEPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et donc nous avons inscrit dans les CEPOM un nouvel objectif de mise en place d'une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles, conforme au référentiel HAS bien sûr, et en prenant en compte à la fois les recommandations HAS et les points de rupture qui viennent d'être illustrés au cours de chaque dialogue. Ce qui fait que de cette manière, nous avons, et c'était vraiment notre volonté, mis en œuvre une démarche qui nous permet, nous, ARS et établissements, d'être vraiment co-acteurs du diagnostic et du plan d'action qui se passe au niveau régional. C'est vraiment un point important pour nous en termes de méthode. Alors si je veux aller un petit peu plus loin, on parle de pertinence des soins, mais là on a essentiellement échangé et présenté des éléments sur la pertinence des actes ou de certaines activités. La pertinence des soins, bien sûr, ça concerne un champ beaucoup plus large de thématiques. En ce qui nous concerne au niveau régional, on a l'intention, dans le cadre de l'article de la loi de financement de la sécurité sociale, d'avoir une vision beaucoup plus large des futurs contrats pertinence qui inclurait l'usage des produits de santé et puis les modes de prise en charge. Par mode de prise en charge, on peut penser ambulatoire versus hospitalisation complète, on peut penser le mode de transport sanitaire, on peut penser le mode de prise en charge de l'insuffisance rénale chronique, on peut penser un certain nombre d'éléments qu'on a l'intention de pouvoir inclure de manière plus large pour à terme pouvoir travailler sur la pertinence des parcours de santé de manière beaucoup plus large. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre démarche régionale. Je pense que celui-là marche aussi. Donc, la suite de la présentation, on va vous présenter donc l'incitation financière à l'amélioration de la qualité avec une partie sur le contexte et sur la mesure elle-même et après la présentation de l'appropriation de la démarche par un établissement de santé. Donc, il y avait plusieurs éléments qui ont incité le ministère à travailler sur un projet d'incitation financière à la qualité en établissement de santé. Tout d'abord, il y avait une critique qui revenait depuis la création de la T2A sur le fait qu'on ne prenait peut-être pas suffisamment la qualité dans le modèle de financement en France. Une maturation des outils de mesure de la qualité en établissement de santé avec le développement d'un panel d'indicateurs assez large maintenant. Un nouvel indicateur qui va être généralisé en 2015, qui est un indicateur de résultat qui était un indicateur de satisfaction des patients avec l'enquête ISATIS. Également un mouvement international vers ce type de démarche. Et donc on avait un contexte favorable au lancement d'une expérimentation qui a eu lieu en 2012 et qui s'est déroulée de 2012 à 2014 avec 222 établissements qui ont participé. Cette expérimentation, il y a eu un groupe technique qui a été créé pour suivre l'ensemble du développement du modèle avec un copilotage des GOS et HAS qui est forcément partie prenante pour toutes ces questions de qualité. Et au sein du groupe technique, la représentation de l'ensemble des fédérations hospitalières avec des experts qui avaient été nommés, des experts spécialisés dans ces questions, les différentes agences concernées, notamment la TIH et la CNAM-TS. L'expérimentation a permis donc de développer un modèle qui permettait d'agréger l'ensemble des indicateurs disponibles en un score unique, qui permettait de classer les établissements et qui aboutit à la rémunération des établissements fin 2014. Donc les grands principes qui ont été retenus à la fin de l'expérimentation, c'était tout d'abord dès la construction en fait, de ne pas augmenter la charge de travail des établissements en se basant sur des indicateurs qui existaient déjà et dont le recueil était déjà généralisé obligatoire. Une logique qui s'éloigne par exemple de l'expérience américaine d'incitation purement positive. Il y avait une prime pour certains établissements mais pas de sanctions financières pour les autres. Un lien très fort avec la certification, avec un critère d'éligibilité au financement qui est basé sur le niveau de certification atteint par l'établissement de santé, de lier donc le modèle et la diffusion publique des indicateurs pour avoir une cohérence de l'ensemble des incitations ou l'information du public vis-à-vis de la qualité des soins et de la sécurité des soins,
de tenir compte à la fois du niveau atteint et de l'augmentation observée pour inciter justement les établissements, quel que soit leur niveau de départ, à s'améliorer. Un financement qui est centré uniquement sur ceux qui ont un score le plus élevé pour ne pas avoir de dispersion des financements et avoir une incitation suffisamment importante pour motiver les établissements, et donc éviter le gaming aussi avec des systèmes de contrôle pour pas qu'il y ait, on va pas dire de triche, mais peut-être de surdéclaration des indicateurs dans les établissements de santé. On ne triche pas, voilà, exactement. Mais on s'en assure. Donc le principe a été inscrit dans la LFSS 2015 avec l'article 51, avec une phase de montée en charge qui est la phase qui intéresse les établissements cette année, avec une sélection de 490 établissements de santé volontaires, avec une liste qui a été publiée au journal officiel début avril, et une généralisation qui est prévue en 2016, avec une extension donc à l'ensemble des établissements ayant une activité MCO pour leur activité MCO. Et la concertation est en cours sur le modèle définitif avec les fédérations hospitalières. Donc la montée en charge, c'est 490 établissements. On reste dans une logique qui est proche de celle qui avait été adoptée lors de l'expérimentation, avec un score qui est basé sur les indicateurs de qualité et de sécurité des soins diffusés publiquement, avec donc les indicateurs de spécialité qui apparaissent cette année, donc c'est la nouveauté du score cette année, les indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales, le résultat de la visite de certification, l'indicateur qui sera issu du recueil ISATIS et qui sera publié en fin d'année, et également un indicateur construit à partir du programme Hôpital numérique. Et la rémunération pour les établissements qui seront donc éligibles à une prime aura lieu comme l'année précédente en décembre, en fin d'année. Je passe la parole à un établissement de santé qui était qui a fait partie de l'expérimentation et qui a particulièrement fait preuve de très bons résultats. Merci. Donc, je suis Monique Sorrentino, je suis directrice des hôpitaux de Villefranche, de Tarare et de Trévoux. Simplement en introduction, je suis beaucoup plus âgée que les autres orateurs et je suis directeur d'hôpital et pas médecin, donc ça va peut-être changer de discours. Simplement dire que quand on a mis en place les démarches qualité dans les hôpitaux qui remontent à 15 ans, moi j'avais préparé le premier hôpital public aux démarches d'accréditation, la qualité était vécue comme une contrainte, un poids, quelque chose qui allait coûter beaucoup d'argent sans être sûr que ça en ramenait. La deuxième étape dans ces 15 ans, c'est que finalement tous les établissements se sont mis aux démarches qualité. Et la troisième étape, qui est quand même extrêmement intéressante, c'est qu'aujourd'hui, éventuellement, on peut récupérer des financements si on améliore la qualité. Donc c'est quand même une belle évolution du sujet de la qualité. Alors, des éléments de calendrier, comme André Dozol l'a précisé, nous avons candidaté en 2012. En sachant qu'on a toujours été très candidat pour tester et expérimenter de nouvelles démarches, que pour l'établissement, c'était l'opportunité de valoriser le travail des pôles et que ça ne nous faisait pas de travail supplémentaire par rapport à ce qu'on avait pu vivre quand les démarches d'accréditation puis de certification sont arrivées. En 2013, nous avons été certifiés. Heureusement que nous avons été certifiés sans réserve, sinon nous aurions été exclus du projet IFAC. On a intégré les indicateurs IPAX, les indicateurs ICALIN. Les pratiques exigibles prioritaires sont bien au cœur de la démarche de certification. Il se trouve, comme vous le voyez dans le schéma, qu'on était plutôt bien sur tous les indicateurs de PEP. En 2014, nous avons quand même dû faire un travail supplémentaire qui nous intéresse aussi. On a rajouté les prérequis de l'hôpital numérique qui sont très importants pour la démarche IFAC. Donc en fin 2014, on a calculé l'indicateur composite. Alors on vous expliquera, c'est assez technique, mais enfin bref, on a calculé cet indicateur qui est quand même un indicateur qui est peu facile à communiquer au niveau des équipes qui pratiquent dans les établissements et qui font de la qualité. Et je dois dire quand même que ce n'est pas l'objectif IFAC qui a motivé notre politique qualité. Le projet IFAC, à ce jour, c'est plutôt quand même la valorisation du travail qui a déjà été effectué en amont dans les établissements. Donc pour les résultats, nous avons eu des résultats premier trimestre 2015 et franchement on a été très agréablement surpris. On ne s'attendait pas du tout à être premier établissement de notre catégorie, c'est-à-dire pour les établissements qui ont un budget de plus de 70 millions d'euros, on est à 150.
Et nous avons reçu quand même la somme de 450 000 €. Et c'est vraiment très, très sympathique. Et vraiment, on remercie toutes les personnes qui ont participé à ça. Comme ordre d'idée, hein, par rapport au financement via la T2A, ça représente 0,6% de nos recettes T2A, donc c'est une part infime du financement des hôpitaux, mais il n'empêche qu'au niveau symbolique, c'est vraiment très très important. Il faut savoir qu'une fois qu'on a eu cette notification de crédit, nous avons quand même été soumis à un contrôle de l'ARS qui est venu vérifier qu'on n'avait pas raconté n'importe quoi, qu'on n'avait pas triché. On a eu un peu peur qu'éventuellement l'ARS nous enlève ce dont on venait de nous parler quelques mois avant, donc il n'y a pas eu de souci, cette démarche a été validée par l'ARS, donc ça c'était bien. Donc ça, c'est en termes de calendrier. Avant de vous dire pourquoi et comment nous avons vécu cette incitation, juste une planche pour vous présenter l'hôpital Nord-Ouest. Donc l'hôpital Nord-Ouest, c'est une communauté hospitalière de territoire avec 3 établissements, enfin 4 maintenant, que vous voyez, Villefranche, Tarare, Trévoux. Et globalement, nous avons dans cette CHT qui est en totale préfiguration des GHT qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Nous sommes dans des parcours et des partenariats extrêmement gagnants-gagnants pour l'ensemble des établissements. Donc il y a eu des choix courageux de fait entre ces 3 établissements où on a supprimé, par exemple, l'activité de chirurgie dans un des établissements. On a fermé les blocs, on a tout rapatrié sur un autre établissement. Donc ce n'est pas des choses faciles à faire. Mais au bout du bout, pour les 3 établissements principaux qui composent cette CHT, on est en forte progression d'activité, donc plus 38% de séjours entre 2009 et 2013. Nous avons augmenté nos parts de marché, notamment en chirurgie, et en tant qu'en chirurgie publique, et vous savez tous que la chirurgie publique est compliquée à conquérir. Nous avons 3 établissements qui sont en très bonne situation financière aussi. Nous avons des bons indicateurs de performance. Nous avons maillé le territoire et organisé les filières, ce qui fait que dans la route des Ming, hein, que vous reconnaissez tous plus bas, le fait d'avoir une accroche territoriale améliore cette progression. Donc on est dans une CHT qui fonctionne bien et on a tous les indicateurs au vert. Sur les résultats IFAC, voilà, nous sommes en haut des établissements, donc on peut passer tout à fait rapidement. Alors pourquoi avons-nous eu des bons résultats sur ces indicateurs? Alors la première des raisons, c'est que depuis des années, nous avons une énorme culture sur les indicateurs que nous recueillons depuis plusieurs années et qui nous aide à gérer l'hôpital et à prendre des décisions. Donc c'est pas facile. Moi j'ai fait plusieurs établissements dans ma carrière. Il y a des cultures extrêmement différentes entre 2 hôpitaux sur le recueil des indicateurs. Donc on s'en sert pour asseoir la notoriété de l'hôpital aussi, hein, très directement vis-à-vis des patients, pour améliorer la qualité et la performance médico-économique qui nous permet d'avoir des bons résultats financiers et de continuer une dynamique vertueuse. Ce qui a été très très important aussi, c'est que nous avons une politique de pôle qui est assez performante aussi, et donc nous avons décliné des indicateurs qualité dans les contrats de pôle depuis 2010, donc c'est quand même quelque chose qui est assez ancien, et en fonction des résultats atteints par le pôle, nous avons un impact sur l'intéressement. Donc tous les ans, nous distribuons aussi une enveloppe d'intéressement. Comme nous sommes excédentaires, on peut se le permettre, ce n'est pas forcément le cas de tous les hôpitaux, mais étant dans cette dynamique vertueuse, on arrive aussi à reverser une partie de l'intéressement. Nous avons aussi un budget qualité hein, qui est tout petit, hein, vous voyez 10 à 15 000 €, mais il n'empêche que ce petit budget qualité permet de débloquer un certain nombre de problématiques. Nous avons surtout un dossier patient informatisé qui facilite les requêtes pour produire les indicateurs au niveau des services. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, dans IFAC, il faut qu'on remplisse les prérequis de l'hôpital numérique. Et puis, on a un dossier patient qui est évolutif. Alors là, je vais juste vous dire comment, à l'intérieur des pôles, on a décliné des indicateurs qui ne sont pas que des indicateurs financiers, mais des indicateurs aussi qualité. Donc, on a bien des contrats avec chaque pôle, des indicateurs qualité et des indicateurs d'activité. On choisit ces indicateurs qualité de concert avec les responsables de pôle et en lien avec les IPAC, les enjeux de la certification et puis les points faibles des pôles. Un objectif qualité est fixé avec le pôle et varie en fonction de la situation de départ. On peut exiger 60% de l'atteinte de l'objectif la première année, puis 80%. Et quand on atteint les 80%, on change d'indicateur pour continuer toujours à progresser. En fonction de l'atteinte ou pas de l'objectif, on va pénaliser le pôle d'un intéressement plus ou moins important. On définit bien entendu des règles en amont, comme ça les personnes ne sont pas surprises, on les signe et ensuite on s'exécute. On recueille l'indicateur et tout ça se passe extrêmement bien.
Donc cette planche est intéressante puisqu'on voit qu'à partir du moment où on a intégré l'indicateur qualité dans les contrats de pôle, on voit que l'hôpital Nord-Ouest a vraiment progressé dans les résultats IPAX, notamment sur la traçabilité de la douleur. Donc on voit vraiment que le suivi de l'indicateur a vraiment tout à fait infléchi la production des indicateurs. Dans ce diapo, on ne va pas rentrer dans le détail, mais simplement vous montrer qu'en fonction des pôles qui figurent à gauche, ceux qui ont été éligibles à l'intéressement, donc certains ne le sont pas du tout éligibles, il y a un bonus sur la rentabilité économique, donc des choses abominables pour un certain nombre d'acteurs de la santé, mais donc il y a bien des indicateurs financiers. Et puis en fonction de l'atteinte de l'objectif qualité, vous voyez qu'il y a une colonne des codes qualité qui va moduler l'intéressement des pôles financièrement. Donc c'est de la façon dont on travaille aujourd'hui. On est en train de faire évoluer l'intéressement des pôles pour encore plus mettre l'accent sur les indicateurs qualité. Donc là, c'est encore d'autres exemples. Vous voyez que pôle par pôle, on fixe des indicateurs qualité extrêmement variables. Et chaque année, on en change quand l'objectif est vraiment atteint. Alors pour l'enveloppe IFAC, donc quand on a reçu ces 450 000 euros, on s'est quand même demandé ce qu'on allait en faire. Tout le monde avait bien entendu plein d'idées pour savoir comment utiliser cette enveloppe. Donc bien entendu, en tant que directrice d'hôpital, très grande prudence sur l'utilisation de cette enveloppe, parce que est-ce que l'an prochain on l'aura aussi, est-ce qu'elle sera du même niveau? Donc beaucoup de prudence. On s'est dit qu'on allait en réinvestir une partie dans la qualité et une partie qui retombait dans le pot commun de l'hôpital, c'est-à-dire que tout n'est pas reparti sur la qualité. Donc chaque établissement fera comme il le voudra, mais pour nous, il y a bien une partie qui sert à couvrir des frais globaux de l'hôpital, et puis une partie qu'on réinvestit dans la qualité. J'ai accepté de renforcer l'équipe qualité par un poste d'ingénieur qualité, mais je vais le rémunérer sur la durée permise par le montant du financement, et après j'arrêterai. Donc là, je prends un petit risque. Et j'espère que nous aurons encore d'autres financements IFAC et que ça sera un financement maintenu. Et puis ensuite, on va avoir des dépenses ponctuelles, donc des prestations intellectuelles, des missions d'audit, de conseil, des formations, des achats de matériel ou d'équipement, ce qui est des choses qui sont beaucoup plus classiques. Je le fais aussi, ça, hein, je croyais qu'on m'avait censuré, donc je continue. Non, je plaisante. Donc, sur la généralisation de ce mode de financement, ce qu'on en pense, c'est que c'est quand même extrêmement bien d'avoir d'autres types de financement que le seul financement à la T2A. Donc, on trouve que c'est vraiment bien et ça permet de modérer le financement à la stricte activité. Ça permet d'intégrer une rétribution à des actions qualité, sécurité des soins, et ça peut fédérer un peu plus quand même que la seule T2A. Ce qui est important aussi, c'est que de ce que j'ai compris de cette démarche, parce que je suis moins spécialiste que vous, ça peut aussi valoriser la dynamique d'établissements qui partent d'un mauvais niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Nous, effectivement, sur Villefranche, on a la chance d'être à peu près bien sur beaucoup de sujets, mais on pense que cette démarche va pouvoir aussi accompagner des établissements qui ne sont pas forcément dans des bonnes situations financières, qui n'ont pas encore atteint un certain niveau de qualité, et que c'est bien l'effort qui va être rétribué. Et ça, c'est extrêmement encourageant et de toute façon à maintenir. Et puis qu'effectivement, il nous paraît important que ce bonus puisse être un petit peu redistribué aux équipes quand même, parce que si c'est totalement reversé au budget de l'hôpital, et je pense aux hôpitaux qui sont déficitaires, donc ils vont vouloir le récupérer pour combler le déficit, ça peut être handicapant pour le bénéfice de la démarche. Donc je crois que maintenant, je vous repasse la parole. Il y a des questions, des interrogations. Enfin, 450 000 euros, c'est sûr que c'est super. Hein. C'est vraiment très intéressant. Donc on est très inquiet parce que l'an prochain, il y aura plus d'établissements candidats. Et donc peut-être vous avez plus d'informations sur le montant de l'enveloppe IFAC. Le montant actuel qui est prévu, c'est 34 millions d'euros. Effectivement, la concurrence sera un peu plus forte vu qu'il y a plus d'établissements. Mais si vous arrivez à peu près au même niveau, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence dans le montant alloué. On va répondre, je pense que là c'est les questions dans la salle. Donc,
Si on inverse les rôles, moi j'aimerais savoir si vous aviez entendu parler de cette démarche IFAC, parce que moi je dois avouer que c'est quelque chose d'assez récent. Donc est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que c'est connu au sein de vos établissements? Qui répond? C'est pas connu? C'était connu? Pas de réponse, hein, donc est-ce que je dois... Oui? Martine Massé, donc directeur adjoint au CHU de Nantes. Il me semble en avoir entendu parler, mais c'est vrai que sur la taille de nos établissements, c'est vrai qu'on se focalise. Moi, je suis sur une gestion de pôle, et donc je me préoccupe surtout des domaines qui me concernent, mais il me semble en avoir entendu parler. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment très motivant, hein, de financer les établissements qui ont atteint les objectifs, hein, comme Villefranche. Et c'est vraiment une démarche encourageante, hein, parce qu'au moins on fait de la qualité pour un objectif bien connu. Ça va motiver aussi les équipes, hein, parce que le remplissage des indicateurs, c'est souvent quand même quelque chose de très lourd. Et comme Madame Sorrentino l'a dit, c'est vrai que là, le système d'information joue un rôle essentiel. Parce que nous aussi, on a des tableaux de bord qualité avec des indicateurs qualité qui interfèrent sur la valorisation de l'intéressement des pôles. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. On a des systèmes d'information qui sont complexes. Ce n'est pas toujours facile d'avoir des indicateurs pertinents. Et il y en a un certain nombre qu'on est obligé de suivre manuellement. Et c'est un peu une limite. Mais c'est une très bonne démarche. Ce que je voulais rajouter, c'est que financièrement, c'est forcément pas du tout de grosses sommes par rapport au cœur de notre financement qui reste la T2A et les MIGAC. Mais il n'empêche qu'au niveau de ces établissements, on est tous benchmarkés, on aime bien se comparer les uns aux autres quand même, et que donc c'est vraiment très très valorisant tout de même dans les établissements. Voilà. Et puis ça permet quand même de dégager des budgets qualité, alors que les directeurs n'aiment pas trop consacrer des ressources encore à quelque chose d'autre. J'avais juste une petite question dans le tableau qu'on a vu là, donc les pôles qui n'avaient pas atteint les objectifs étaient sous-cotés, enfin il y avait une réfaction de leur intéressement. Qu'est-il fait de cette réfaction? Est-ce qu'elle vient conforter le budget qualité? Est-ce qu'elle est redistribuée aux meilleurs? Non, elle est laissée dans le budget de l'hôpital. Non, on ne la redistribue pas. Parce qu'on a quand même des réflexes toujours très financiers, et donc tout ce qu'on peut ne pas dépenser, on ne le dépense pas. Bon, on est assez terrible là-dessus, mais il n'empêche qu'on maintient une enveloppe d'intéressement et que, bon, on y arrive. Et là, dans les nouvelles modalités d'intéressement, on va encore plus valoriser les indicateurs qualité. Et il était peut-être que si un pôle ne fait pas mieux financièrement que l'année d'avant, peut-être qu'il aura quand même droit à l'intéressement. Alors que là, s'il n'y avait pas l'indicateur médico-économique au départ, il était exclu totalement de l'intéressement, ce qui est un peu rude pour les équipes. Bon, ne candidatez pas trop, hein, pour qu'on se partage un gâteau plus gros à moins de monde. C'est ça qu'il faut dire? C'est pas ça qu'il faut dire, parce que 2016, tout le monde sera concerné. Donc il n'y a plus d'appel à candidature. Je peux? Une question? On a encore le temps? Oui, non, je voulais savoir si la part du financement, enfin les 34 millions, c'est ça? Dans les perspectives, ça va plutôt augmenter et en parallèle, on va diminuer la rémunération à la T2A. Est-ce que c'est ça la perspective ou pas vraiment? Je pense que je ne peux pas répondre à cette question actuellement. Ce sera à l'Expo l'année prochaine. Voilà. Ce sera en 2016, on vous présentera tout ça une nouvelle fois. Justement, c'est ce que je ne donne pas comme information. Bon. Pas d'autres questions sur la pertinence? Bon, on va clore la séance, alors je vous remercie beaucoup. You better shape up. You
what